Reprenons totem et tabou et voyons maintenant la dernière partie, la plus connue en définitive, celle de l'ordre primitif, de l'Urvat, du meurtre du père, considérée par la plupart comme une construction mythique, alors que pour Freud, elle représente une interprétation, un apport très important de la psychanalyse vis-à-vis de pas mal de questions qui ne trouvaient pas une réponse satisfaisante parmi les anthropologues autour de deux questions. Pourquoi le système totémique et pourquoi l'exogamie? Voyons comment Freud procède. Freud procède, et cela est assez rare parmi ses écrits, comme un universitaire. C'est-à-dire qu'il va prendre en compte une bonne partie des sources, des interprétations des anthropologues autour de ces questions. Et donc, il y a une très grande abondance de références. Alors, d'habitude, dans ses écrits, il y a peu de références, et c'est surtout lui qui amène une propre construction, une propre découverte, grâce à la clinique et grâce à certaines interprétations. Ici, Freud va vraiment procéder comme un académicien, comme un universitaire. Voilà, il y a toute une série de données. Quelles sont les réponses qu'on retrouve et quelle est une réponse alternative qui pourrait mettre ensemble des différentes données qu'on a pu recueillir. Voyons maintenant dans les détails avec les chapitres. Le premier chapitre, on peut le mettre de côté parce qu'il reprend Freud ce qu'il avait dit de manière très détaillée dans la première partie, en quoi consiste le totem, le système totémique, en quoi consiste l'exogamie. Passons au deuxième chapitre. Deuxième chapitre où Freud va donc prendre dans un premier temps les explications plus connues autour de pourquoi le système totémique, et deuxième partie, pourquoi l'exogamie. Pourquoi le totem? Et là, il y a trois groupes différents d'ensemble d'interprétations. Le premier groupe qui s'appelle nominaliste. Le deuxième qui est sociologique. Et le troisième, psychologique. On ne va pas aller dans les détails, vous pouvez, si vous avez le temps, lire les différentes interprétations dans Totem et Tabou. Ici, on va seulement donner quelques exemples. Nominaliste, comme exemple, eh bien, le totem comme un nom, un symbole qui permet de distinguer un clan d'un autre. Donner une identité à un clan, ce serait le totem. Un exemple de sociologique, c'est mettre l'accent plutôt du côté pratique. Par exemple, un clan avec un totem ne peut pas manger un animal, alors qu'un autre clan peut manger l'animal. Donc cet autre clan peut se permettre de manger un certain animal, mais pour un équilibre entre les deux clans, en échange, eh bien, ce deuxième clan va donner certains aliments au premier clan qui accepte de ne pas manger un animal. Donc ce serait une manière pratique d'organiser les relations entre clans pour mieux gérer tout ce qui est le monde de l'alimentation, de la survie. Du côté psychologique, un exemple d'interprétation, c'est la croyance selon laquelle l'âme peut se réfugier dans la peau, dans le corps d'un animal, par exemple dans le corps d'un chien, mais étant donné qu'on ne sait pas quel chien en particulier sera l'habitat où se réfugie mon âme, eh bien je vais élever tous les chiens comme animaux à ne pas tuer, comme ça mon âme ne sera pas tuée. Mais ce que Freud va surtout retenir de tous ces différents groupes, c'est plutôt un aspect du groupe psychologique où Wundt va émettre l'hypothèse que
au départ, le totem était surtout un animal. Un animal avec une A. Voilà. Et c'est cet aspect-là que Freud va surtout retenir. Passons maintenant à l'exogamie. Pourquoi l'exogamie? Alors, la plupart sont bien d'accord à soutenir l'idée que l'exogamie est une manière, un système de protection contre l'inceste. Alors Freud pose la question, va aller voir un peu dans les différentes interprétations autour de pourquoi, comme réponse à pourquoi l'inceste, pourquoi cette protection contre l'inceste, pourquoi on devrait se protéger de l'inceste. Alors là, il y a différentes interprétations. Une, par exemple, ce serait celle qui dit qu'il y a une répulsion innée envers l'inceste. Freud dit cela n'expliquerait pas alors pourquoi parmi certains peuples et dans certains castes de certains peuples, l'inceste est permis. Voilà. Par exemple, parmi la royauté, on permettait un mariage entre le roi et sa fille. Voilà. Cela ne tiendrait pas à l'explication initiale. Une autre explication, ce serait que voilà, la répulsion envers l'inceste est une manière pour sauvegarder le bien-être, la survie de l'espèce. Freud dit, cela n'expliquerait pas pourquoi est-ce que alors il y a une telle aversion envers l'inceste. Et la question, puis si on pense à cette répulsion, on doit dire également, mais pourquoi il y a une loi? En fait, l'exogamie, c'est une loi. On ne peut pas avoir des relations sexuelles envers les femelles du même clan totémique. Mais s'il y a une loi, dit Freud, on doit bien supposer alors que, et cela se passe habituellement comme ça, qu'il y a une envie quelque part. S'il y a une loi contre des criminels, c'est parce qu'il y a des criminels, parce qu'il y a parmi dans une communauté des personnes qui ont envie de faire des crimes. Eh bien, cela doit être aussi valable pour la loi de l'exogamie. S'il y a une loi qui a une protection contre l'inceste, c'est parce qu'il doit y avoir quelque part aussi une envie de l'inceste. Et pour terminer, alors Freud se tourne vers une autre interprétation qui est de Darwin. Darwin qui avait amené cette lecture en avançant l'hypothèse qu'au départ il devrait y avoir une horde primitive de peu de personnes ensemble qui devait calquer un peu sur le même système qu'on retrouve parmi certains animaux comme les gorilles. Là, on voit que dans l'ordre des gorilles, eh bien, il y a le chef, le gorille le plus vieux, qui tient pour soi toutes les femelles avec lesquelles il a des relations sexuelles. En revanche, tous les jeunes gorilles peuvent rester jusqu'à quand ils ne sont pas grands. Quand ils sont grands, étant donné qu'il y aurait une envie d'avoir des relations sexuelles, ils ne peuvent pas les avoir, ces relations sexuelles, eh bien, pour éviter la tentation, ils sont exclus de l'ordre primitif. Et Freud retient donc cette idée d'ordre primitif qui, au fil du temps, deviendra le système d'exogamie. C'est-à-dire que les jeunes, les mâles, les hommes d'un même groupe totémique, eh bien, ne peuvent pas avoir une relation sexuelle avec les femmes qui font partie du même totem.
Donc l'ordre primitif, l'ordre primitif. Voyons maintenant le troisième chapitre. Le troisième chapitre, Freud reprend les apports, comme il a fait dans plusieurs parties du Totem et Tabou, les apports de la psychanalyse. Et il commence par souligner la similitude qu'il y a entre la relation qu'entretient l'enfant avec l'animal et la relation qu'entretient le peuple primitif avec l'animal totem. L'enfant a une sympathie envers les animaux et trouve que l'animal est beaucoup plus proche, le voit beaucoup plus proche à lui que l'adulte. Ce qu'on retrouve après chez certains enfants, c'est des peurs. Ils vont développer des peurs envers certains animaux. Et Freud reprend le cas très connu, le petit Hans qui a développé une phobie, une peur excessive envers le cheval, une peur d'être mordu par le cheval, et le cheval devient l'animal où se polarise toute une série d'idées, de pensées. L'animal devient un animal totem. Mais ici, Freud dit dans sa version négative. Eh bien, on retrouve également, la psychanalyse a également découvert la version du totem positif, c'est-à-dire là où l'enfant va développer toute une série d'aspects également positifs, d'émotions positives, de tendresse, d'envie envers l'animal. C'est le cas Arpad repris, un cas repris de Freud, qui était un cas de Ferenczi, et que pour Freud est un cas de perversion infantile. Et là, on retrouve l'ambivalence, terme clé de tout le Totem et Tabou. Ambivalence, c'est une notion de tendresse, d'envie, de plaisir envers la poule, animal que pour cet enfant a été un animal qui l'a traumatisé à l'âge de 2 ans et demi. Il a subi une agression, une partie de son corps, le pénis a subi une agression de la part de cet animal qui devient un animal totem, où l'enfant va développer toute une série de pensées, voilà, pensées ambivalentes, très positives, d'envie d'être poule, de grandir, d'être un coq, et également de haine, d'agressivité, étant donné que cet enfant a du plaisir à assister à des moments où on tue cet animal. Et pour le petit Hans, comme cet enfant Arpad, Freud rappelle que la psychanalyse a permis de mettre à jour l'importance du père, car derrière tout cela, derrière cet animal totem se cache le père. Donc l'animal totem est égal le père, un représentant symbolique du père. Et cela, dit Freud, pourrait nous permettre également, nous pousser à faire de même pour le totem des peuples primitifs. Le totem serait un représentant du père. Mais là, dit Freud, tout compte fait, ce n'est pas une grande découverte parce que eux-mêmes, les primitifs eux-mêmes disaient que le totem était un père. Donc totem égale père. Mais il y a en revanche, dit Freud, une coïncidence qui doit nous faire penser. Et c'est cette coïncidence que Freud va retenir comme très importante. C'est que si on regarde les deux interdits autour du totem, on va trouver une correspondance avec ce qui se passe au niveau des découvertes de la psychanalyse. Voyons un petit peu. Les grands interdits, il y en a deux du totem. Premier interdit, ne pas tuer le totem. Deuxième interdit, c'est de ne pas
avoir relation sexuelle avec les femmes du groupe totem. Eh bien, à cela, on retrouve une correspondance avec le mythe d'Édipe, où Édipe tue le père et couche avec sa mère. Et voilà. Et voilà qu'on trouve donc deux relations. Une totem égale le père, et les interdits du totem se relient avec ce qu'on retrouve dans le complexe d'Édipe. Voyons maintenant le quatrième chapitre. Et là, Freud va directement citer ce Robertson Smith, qui était un physicien, un philologue, qui s'était intéressé à l'anthropologie et a soutenu une hypothèse que Freud va certainement en tenir compte. Il va consacrer pas mal de pages autour de cette hypothèse, que le repas totémique, ce qu'il appelle repas totémique, était une cérémonie intégrante du système totémique. Voilà. À travers quoi? Comment est-ce qu'il arrive à cette hypothèse? En étudiant les cérémonies de sacrifice parmi les Sémites. Quel est l'essence de ces cérémonies de sacrifice? Et là, à travers cette analyse, il va pouvoir mettre en relation les deux et parler d'un repas totémique comme partie intégrante du système totémique. Quelle était l'essence de ces cérémonies de sacrifice au départ, avant celles qu'on connaît? Les cérémonies qu'on connaît habituellement dans l'histoire, c'est qu'un peuple sacrifie un animal pour son Dieu, et cela fait partie de la cérémonie. Après, il y a un moment de festivité. En revanche, Robertson Smith va trouver une autre essence dans ces cérémonies de sacrifice parmi les Sémites. C'est que l'animal, qui est l'animal qu'on sacrifie à Dieu, eh bien, ceux qui participent de la cérémonie vont également manger, vont également prendre en repas cet animal. Donc, l'animal devient, oui, un animal pour Dieu, mais il est donc sacrifié pour Dieu, mais il est partagé, il fait partie d'un repas pour tous ceux qui participent de la cérémonie. Voilà l'essence donc du sacrifice, de cette cérémonie de sacrifice, le repas. Et il continue dans les explications. Le repas de l'animal en question, eh bien, dans la plupart des cas, cet animal, il est comme dans le système totémique. C'est un animal sacré. Et voilà la liaison avec le système totémique. C'est animal sacré. Sacré pour Dieu. Donc, on va sacrifier un animal pour Dieu, qui fait partie donc de la cérémonie, mais cet animal, au départ, était un animal sacré aux yeux de Dieu. Et donc, dans ce repas, ceux qui participent, les membres qui participent à cette cérémonie, eh bien, vont prendre une partie de cet animal sacré, de cette partie de Dieu qui est dans cet animal sacré. Cela va fortifier l'union, la propre personne, mais l'union de ces membres, et la culpabilité va aussi se partager
permettait de manger une partie du sacré, une partie de Dieu, grâce au fait que tous les membres y participent et d'accepter par Dieu aussi. Vous voyez un peu le contexte de la cérémonie. Et tous les membres vont s'identifier un par un et aussi avec les parties de l'animal sacré. Voilà ce que Freud va retenir de Robertson Smith. Pour terminer dans le 5e chapitre, Freud va dire on a toute une série d'éléments ici éparpillés, mais comment les mettre ensemble? Parce qu'on n'arrive pas, avec toutes les interprétations, à les mettre ensemble. Si on prend l'hypothèse de Darwin, l'ordre primitif, qui donne une explication à l'exogamie, ne donne aucune explication vis-à-vis du système totémique, du totem. Et c'est là que Freud dit, on peut peut-être, nous, psychanalystes, donner une explication avec les découvertes de la psychanalyse qui va mettre ensemble tous ces éléments-ci. Donc l'animal qui a le premier totem important, l'animal qui a une âme, l'hypothèse de Darwin pour l'exogamie, l'ordre primitif, totem égale père, connexion entre les deux interdits et le complexe d'Édipe, et cette hypothèse de Robertson Smith de repas totémique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a cette cérémonie où on tue et on mange ce qui était au départ, ce qui est l'animal totémique sacré qu'on ne peut pas tuer. Alors, voici l'hypothèse de Freud. Freud dit, on doit supposer, oui, comme disait Darwin, une ordre primitive où l'urvateur, le père, avait droit sur toutes les femelles, alors que les mâles ne pouvaient pas avoir de relation avec les femelles. Quand ils grandissaient, les mâles, eh bien, ils étaient éjectés de l'ordre du groupe, de l'ordre primitif. On doit supposer qu'à un moment donné, ces mâles, ces frères, vont se réunir entre eux et décider de tuer le père. Et avoir ainsi accès finalement aux femelles et pouvoir avoir des relations sexuelles avec les femelles. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a l'ambivalence. Et voilà un des termes qu'on a vu le plus revenir dans Totem et Tabou. L'ambivalence envers le père, c'est-à-dire que oui, il y avait de la haine envers le père qui empêchait les enfants de pouvoir accéder aux femelles, aux femmes, mais il y a également une notion de tendresse, d'amour envers le père. Cette tendresse donc amène à la culpabilité. Culpabilité. Et c'est cette culpabilité qui va pousser cette nouvelle horde de frères fraternels à ériger un totem. Un totem que, comme on a vu ici, le totem égale père, est un représentant du père. Et donc un totem un animal qui représente le père qu'on ne peut pas tuer. Et ce serait une manière, dit Freud, de s'acheminer vers une possible réconciliation avec le père. Et ce serait aussi de restaurer ce qu'il y avait avant le meurtre, c'est-à-dire une forme d'exogamie. Et cela serait aussi appuyé dit Freud, par l'idée que les frères, chaque frère, en ayant la possibilité d'avoir les femmes, d'avoir des relations avec les femmes, risquait également de devenir comme le père, donc de vouloir avoir toutes les femmes pour lui. Et donc la sexualité, dit Freud, divise plutôt que unir. Alors une manière pour maintenir un équilibre et pour retourner un peu à une manière qui avait été instaurée par le père, ce serait d'instaurer donc l'exogamie, donc totem et exogamie.
Voilà. Et pour terminer, donc, parce qu'ici on a tous les aspects, donc l'animal c'est un âme, l'ordre primitif, le totem égale père, ne pas tuer le totem et ne pas avoir de relations sexuelles. Et pour terminer, pour revenir à Robertson Smith, dit Freud, de temps en temps, il y a cette cérémonie qui est le repas totémique, une manière pour se rappeler, repas totémique, une manière pour se rappeler de l'événement et avoir également une situation où tous les interdits disparaissent. Et c'est le principe de la festivité, où tous les interdits s'envolent. Libre cours à cette partie plus animale de chacun de nous. Et dans le repas totémique, voilà que on tue l'animal sacré, on tue le père, voilà qu'on reprend symboliquement, on tue le père, et on partage les parties dans cette cérémonie de repas. Chaque membre mange une partie de cet animal et donc s'identifie à cet animal, et donc il y a l'identification également au père, qui fait suite à, bref, cela fait suite à un grand moment de festivité, et terminée la cérémonie de repas totémique, reviennent les interdictions. Ensuite, il y a le 6e et 7e chapitre qui demanderaient un autre développement. C'est là que Freud va donner une explication également de la naissance des systèmes religieux tels qu'on les connaît. Et on peut retrouver des aspects de ce meurtre du père et de toute cette cérémonie également dans des systèmes religieux beaucoup plus évolués et également dans toute une série de mythes. Et bien voilà, prochaine vidéo, au revoir.